des mots, Yvan Amar. Bonjour, la danse des mots n'est pas un prétoire ni un tribunal, et pourtant aujourd'hui je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu au droit en rapport avec la langue et en particulier en rapport avec la littérature. Tout ça à l'occasion de la parution d'un gros livre aux éditions LexisNexis, un livre qui s'appelle La littérature française et le droit. C'est une anthologie illustrée. Illustrée, elle est un peu, pas beaucoup. Il y a quelques images, il n'y en a pas tant que ça. Et cette anthologie, on la doit à Claire Bouglé-Leroux. Alors bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Dites-nous un petit peu ce qu'il y a justement dans ce gros livre qui s'intitule « La littérature française et le droit ». De quoi s'agit-il ? D'essayer de voir comment l'exercice du droit est un exercice littéraire ? Je sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'extraits de plaidoirie, par exemple. On voit pas tellement l'éloquence française comme on peut voir que toute la littérature latine, ou une grande partie en tout cas de la littérature latine, est une littérature de prétoire. Là, il s'agit d'autre chose, Claire Bouglé-Leroux. Bonjour. Alors, je crois que j'ai essayé de réaliser un vieux rêve d'étudiante en droit. C'est toujours bien. Oui, c'est toujours bien. Et je me suis lancée dans la littérature pour mes étudiants. J'ai constaté... C'est-à-dire que vous êtes juriste et vous êtes professeur d'histoire du droit. Alors, je suis historienne du droit. J'enseigne des cours d'histoire du droit pur. Et il y a quelques années, on m'a proposé un cours de droit et littérature qui s'adresse à des étudiants en droit et à quelques étudiants de lettres, mais essentiellement à des juristes. Et des étudiants de lettres qui se sont égarés parmi les juristes, alors. Oui, c'est une façon pour avoir une teinture. C'est une façon de permettre à des étudiants en lettres de venir de première année, de venir voir ce qu'est le droit, éventuellement de se reconvertir en juriste s'ils sont séduits. Mais en réalité, la réflexion sur le droit, sur sa langue et sur la littérature française permet aux juristes d'acquérir une culture juridique plus solide et de se former avec ce qu'on appelle la poésie du droit. Souvent, les néophytes ont l'idée que le droit est une matière forcément très rigoureuse, technique et presque barbare. Il y a effectivement un vocabulaire spécifique. On parle du jargon, de ce monde palatin. Et c'est ce choc esthétique avec une langue différente qui exclut et en même temps qui permet de transmettre une pensée plus précise qui, moi, m'a intéressée. Alors, dans votre ouvrage, Claire Bouglé-Leroux, on voit beaucoup comment les écrivains se sont intéressés au monde du droit. Comment ils ont fait entrer leur fiction, leurs personnages, leurs histoires dans les tribunaux, dans le monde du droit, justement. Et alors, proposer ça à des étudiants en droit, c'est un petit peu leur donner des verges pour qu'ils soient battus, parce que très souvent, le droit dans les littératures, et on voit bien ça dans votre bouquin, il a été extrêmement moqué. Si on prend par exemple le XVIIe siècle, on voit que les plus grands auteurs, et c'est les auteurs classiques par excellence, eh bien, ils ne parlent de la justice que pour dire que c'est une justice abusive, la plupart du temps. Alors, c'est vrai, le point de vue est souvent assez péjoratif. Céline l'exprime très bien dans une lettre qu'il envoie à son avocat. Et il lui écrit « Depuis le roman de Renard jusqu'à Courteline, il n'est guère d'auteur qui n'ait décoché flèches, lances, bombes contre tribunaux, juges, avocats, tous bandits pêle-mêle. » Alors ça pourrait être assez décourageant, mais en réalité, il y a souvent beaucoup d'humour et en même temps il y a beaucoup d'humour de pour fascination se moquer du droit, oui. Par rapport au monde juridique. Et puis il y a des regards un peu différents. Il y a le regard de l'ancien étudiant en droit, et c'est vrai que pour les auteurs classiques, un grand nombre ont fait des études de droit, donc ils savent de quoi ils parlent. Alors là-dessus, je voudrais vous arrêter justement, parce que on voit bien, et notamment au XVIIe siècle, que la plupart des écrivains, quand ils ont fait des études, quand ils ont été à l'université, c'était pour apprendre le droit. On apprend par exemple, je vous dis ça parce que moi j'en savais rien, ou alors je l'avais oublié, que Molière a commencé par faire des études de droit probablement assez courtes, mais enfin, on le rappelle, il le rappelle lui-même, et puis il y a une petite pièce moqueuse
fameuse à charge qui avait été écrite contre lui avec un personnage qui s'appelle Élomir. Élomir, c'est donc l'anagramme de Molière, et là-dedans, on voit justement comment on retrouve ce personnage sur les bancs de l'université. Vous voulez pas lire un petit extrait de ça? C'est page 87, justement. Il sortit du collège, âne comme devant, mais son père ayant su que, moyennant finance, dans Orléans un âne obtenait sa licence, il y mena le sien. Il l'endoctora donc, moyennant sa pécune, et croyant qu'au barreau ce fils ferait fortune, il le fit avocat, ainsi qu'il vous a dit. Au lieu de se donner tout à fait à l'étude, pour plaire à ce bon père et plaider doctement, il ne fut au palais qu'une fois seulement. Et il y a un autre extrait que vous citez, et où justement cet Élomir rappelle un petit peu comment il a été assez peu suivre des cours de droit, puisqu'il dit « Je sortis du collège, et j'en sortis savant, puis, venu d'Orléans où je pris mes licences, je me fis avocat au retour des vacances. Je suivis le barreau pendant 5 ou 6 mois, où j'appris à plein fond l'ordonnance et les lois, mais quelque temps après, me voyant sans pratique, je quittai là Cujas, et je lui fis la nique. » Donc on voit, ce qui est historique, que Molière a fait quelques études de droit, et puis ensuite il s'est dit « je vais être saltimbanque, ça sera plus rigolo ». Voilà, c'est vrai qu'un certain nombre d'auteurs sont dans cette situation. C'est le cas aussi de Charles Perrault qui raconte comment il va prendre ses licences à Orléans une nuit. On voit qu'à Orléans, on donnait les licences, c'est-à-dire les diplômes, de façon assez libérale. On a l'impression qu'à Orléans, c'était pas trop dur. À Orléans, on enseignait le droit romain et le droit français, et c'est un peu cette idée de ne pas subir l'enseignement parisien plus centré sur le droit canonique. Donc, il y a un certain nombre d'étudiants qui étudient le droit et d'une certaine façon, ça forme, ça forge un certain style, mais après, le droit, il est extrêmement moqué. Alors, on voit ça par exemple chez Molière. Qu'est-ce qui est moqué là-dedans? Quels sont les personnages qui apparaissent très souvent dans ces pièces? Ce sont les notaires, parce que ce sont ceux qui vont établir un contrat de mariage. Et là où on voit que justement, la vie privée et la vie publique se croisent, c'est au moment justement du mariage. Il y a rien de tel pour montrer que le public fait intrusion dans ce qu'il y a de plus privé dans la vie. Alors, bon, d'abord, qui n'est pas moqué chez Molière? Donc, les juristes sont moqués, mais finalement... Les amoureux ne sont pas moqués. Beaucoup, oui, c'est vrai. Mais dans les professions, les médecins en prennent aussi pour leur grade. Donc, les notaires, les avocats, c'est vrai que Molière s'est assez amusé des notaires et de leur jargon spécifique. Dans Les Femmes savantes, on le voit bien, Philaminte propose aux notaires de changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage. Et le notaire se défend en répliquant « Notre style est très bon et je serais un sot, madame, de vouloir y changer un seul mot ». Donc oui. Et sur le plan technique, ça n'est pas inintéressant parce que Molière connaît bien sa coutume et il va s'amuser également des termes juridiques un peu spécifiques, le douaire, le préfixe, la donation qu'on fait ou pure et simple ou qu'on fait mutuelle. C'est-à-dire que là, il y a une moquerie à propos d'un langage proprement juridique, qui est un jargon incompréhensible, qui est de façon plus ou moins explicite destiné à embrouiller le Pékin, quoi. Oui, enfin, non, là, je vous arrêterai tout de même. C'est vrai que le jargon juridique c'est ce qu'on voit chez Molière, en tout cas. Un aspect excluant. Quand on n'est pas formé, on ne peut pas comprendre. Mais ce jargon a un vrai sens. Les notions sont véritablement complexes. Et on n'est pas dans un droit très simple, parce que le droit des régimes matrimoniaux et des successions est un droit particulièrement épineux. J'ai pas dit que le langage juridique était uniquement destiné à embrouiller les gens qui sont amenés dans les tribunaux, mais c'est quand même ce qu'on voit très souvent chez les écrivains et notamment chez Molière. Oui, et c'est comment se moquer aussi ce qu'on imagine. Je sais pas si c'est ce qu'on imagine, mais c'est ce qu'on voit dans la littérature. Oui, dans la littérature, oui. Oui, c'est vrai. Alors on voit ça bien sûr chez Molière, on le voit tout autant chez Racine avec la seule comédie qu'il ait écrite qui est quand même extrêmement drôle, qui est Les Plaideurs. Voilà, alors là, il aborde l'éloquence, les différents types d'éloquence chez les avocats et le ridicule de ces plaidoiries.
mais on est également à une période charnière où effectivement il y a un glissement de plaidoiries très fleuries et souvent assez ridicules, il faut bien le dire, à des plaidoiries un peu plus techniques. Oui. Alors il y a des charges de plaidoirie, comme on les voit par exemple avec celle de Petitjean, dans les plaideurs. Tout à fait. Mais il faut aussi intéresser les juges, parce que le juge est souvent représenté sous les traits d'un vieillard ensommeillé. Et c'est la raison aussi pour laquelle l'éloquence est un peu destinée à provoquer chez le juge une certaine réaction. C'est ce qu'on voit très bien chez Racine. Et les plaideurs avaient un objectif tout de même assez politique, parce que Louis XIV était en pleine réforme de sa procédure civile, et donc il y a une arrière-pensée très claire pour faciliter cette réforme. Et on sait que Louis XIV a beaucoup applaudi aux plaideurs, ce qui a fait le succès de la pièce, mais c'était certainement pas sans arrière-pensée. La danse des mots, Yvan Amar. Alors, Claire Bouglé-Leroux, revenons maintenant à votre ouvrage La littérature française et le droit, puisque c'est de cela qu'on parle aujourd'hui dans la danse des mots. On a vu qu'au XVIIe siècle, le droit était plutôt sujet à moquerie. C'est pas toujours le cas. Et par exemple, au XIXe siècle et au tournant du XXe siècle, on voit que le droit est considéré de façon tout à fait différente. Au contraire, on a un droit qui est destiné à renforcer la justice. Le tout, par exemple, autour de l'affaire Dreyfus. Vous citez Zola, vous citez Proust, qui donne du droit une image qui est bien meilleure, beaucoup plus positive que ce qu'on avait pu entendre, par exemple, au XVIIe siècle dont on vient de parler. Oui, même si j'insiste sur le fait qu'il y a tout de même amicale moquerie et qu'on retrouve beaucoup d'amitié, notamment sous l'ancien droit, et beaucoup de proximité entre les juristes et les hommes de lettres quand ils ne sont pas les deux. C'est le cas par exemple de Corneille qui a siégé de manière extrêmement sérieuse. En réalité, donc ce regard est tout de même un regard d'érudit et de connaisseur. Au XIXe siècle, les choses se modifient un peu. Le regard n'est pas forcément toujours beaucoup plus positif. C'est très variable selon les auteurs et selon d'ailleurs l'œuvre visée. Et puis un regard qui souvent se déspécialise et qui recherche plutôt l'émotion à travers les procès. Et un regard parfois de technicien, mais souvent de journaliste ou de simple observateur. C'est le cas par exemple pour Gide ou pour Mauriac. Des rencontres en fait émotionnelles avec le droit, puisque Mauriac insiste sur sa rencontre avec Thérèse d'Esquerroux quand il était très jeune et qu'il a eu l'occasion d'assister à un procès d'assises qu'il a saisi. Là, Claire Bouglé-Leroux, il me semble qu'on aborde encore un autre thème qui est celui de l'accusé qui comprend pas très bien ce qui lui arrive. De l'accusé innocent ou de l'accusé qui ne l'est pas, mais pour qui ce problème d'être innocent ou coupable est un problème qui lui échappe. On voit ça peut-être chez Camus, avec l'étranger. On voit ça avec Thérèse d'Esquerroux chez Mauriac, mais on voit ça peut-être d'une certaine façon aussi avec Julien Sorel chez Stendhal. Tout à fait, cette espèce d'isolement de l'accusé qui généralement va être condamné. Chez Camus, c'est un peu plus subtil puisque alors, finalement. Chez Camus, on parle de quoi ? De l'étranger. Oui, de l'étranger. Oui. Dans l'étranger, il y a une scène assez superbe où finalement Camus se dépeint lui-même
dans le prétoire comme journaliste. Et ce qu'il était d'ailleurs dans la vie. Voilà, tout à fait, chroniqueur judiciaire. Et dans son héros, il se voit également, il y a une sorte de dissociation de deux personnes en une, qu'on retrouve également chez lui dans le personnage de l'avocat, qui est un personnage central dans La Chute, où il y a une sorte de face-à-face entre l'homme et généralement l'homme criminel et l'observateur, là le chroniqueur judiciaire ou alors l'avocat, puisque dans La Chute, l'avocat a été un grand avocat parisien et un jour il a assisté à la noyade d'une jeune femme qui tombe d'un pont et finalement il ne fait rien pour la sauver et il y a une sorte d'omission de sa part qui est criminelle. Alors, Claire Bouglé-Leroux, Stendhal maintenant, vous en parlez aussi dans votre ouvrage, donc La littérature française et le droit, et chez Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, on a donc ce jeune homme qui commet un crime passionnel, c'est ce qu'on appelle maintenant un crime passionnel, dont on dit peut-être un peu vite de temps en temps que c'est le genre de crime qui va susciter une certaine clémence chez les juges. C'est pas le cas pour Julien Sorel, qui se retrouve donc dans un tribunal et dans une situation à laquelle il ne comprend pas tout d'une certaine façon. Mais ça, c'était courant chez Stendhal, puisque très souvent, on avait des personnages dans des situations historiques importantes où justement ils ne comprennent rien. On se souvient par exemple de Fabrice Del Dongo à la bataille de Waterloo, où il voit passer toute cette bataille et tout ce moment historique extrêmement important avec l'œil de celui qui justement ne comprend rien à ce qui se passe, parce qu'il n'a pas un regard historique. Est-ce que c'est la même chose pour Julien Sorel, qui est donc accusé ? Alors Julien Sorel, il est plutôt indifférent que néophyte qui ne comprendrait rien à ce qui lui arrive. Il est indifférent, il ne se situe pas volontairement dans la sphère. Il est ailleurs d'une certaine façon. Dans la sphère du droit. Il ne veut pas y rentrer. Si bien que je dirais que le traitement de la cour d'assises par Stendhal a ceci d'intéressant qu'il montre une absence d'émotion totale chez Julien Sorel, alors que justement dans la cour d'assises, où il y a une véritable masse de monde qui est venue assister au procès, il y a là une effusion de sentiments, les femmes pleurent, explosent en larmes, et lui, en fait, il ne pense qu'à une chose, c'est aller déjeuner. Donc, d'une certaine façon, il est sur un théâtre sans comprendre quels sont les codes de ce théâtre. Oui, je crois qu'il refuse surtout de les comprendre. Il ne souhaite pas. Mais il se met, là aussi, on retrouve presque quelque chose qui fait penser à ce que sera l'étranger plus tard, c'est-à-dire que il n'est pas dans le même univers que ceux qui l'entourent. Il se met en retrait, il ne cherche pas à se défendre, à rentrer en quelque sorte dans quelque chose qui, je pense, lui semble mesquin. Tout à fait comme le personnage de l'étranger, qui n'a jamais cherché à expliquer son acte ou à le justifier. Et donc il part d'une certaine responsabilité tout de même de sa condamnation. Parce que c'est une réaction qui peut paraître étonnante, mais qui est sans doute une tentation de l'accusé, effectivement, de laisser les choses se faire en dehors de lui. Claire Bouglé-Leroux, je voudrais aborder un autre point dont vous nous faites part dans votre ouvrage, La littérature française et le droit, c'est l'éloquence judiciaire elle-même. Très souvent, on peut faire de la littérature en écrivant une plaidoirie. Ou bien on peut faire de la littérature en écrivant ce que doit être le droit. Et on a de grands écrivains qui ont été de grands juristes. Alors le plus connu, j'imagine que c'est Montesquieu. Est-ce que vous avez l'impression que chez ce personnage du XVIIIe siècle, qui est quand même extrêmement important pour l'histoire du droit en France, on a une sorte de littérature juridique dans ce qu'il dit de ce que doit être le droit? Puisque dans l'Esprit des lois, qui est l'un de ses principaux ouvrages, il parle justement de la place que doit avoir le droit dans la société. Alors, l'Esprit des lois, c'est vraiment un ouvrage juridique où Montesquieu a même une vocation d'historien du droit, de chercher à expliquer les règles. Historien du droit et fondateur du droit d'une certaine façon. Et tout à fait, il a les deux, il y a les deux aspects dans cette œuvre, et qu'il y a
chez Montesquieu une fascination pour les textes anciens et qui se révèle d'ailleurs dans sa Collectio Juris, qui est en fait un cahier qu'il avait dans lequel il écrivait des grands textes des grands juristes qui l'avaient précédé. Cette proximité entre les juristes et les hommes de lettres, elle est tout de même très forte, et dans l'amour de la langue. Bon, finalement, la langue du droit, c'est la langue française, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui l'affirme dans son article 111. Alors, rappelez-nous ce qu'il affirme, cet édit de Villers-Cotterêts. Eh bien que la langue juridique est la langue française. C'est-à-dire que les procès devront se tenir en français. Se tenir en français, que les arrêts devront être écrits en français, et donc à partir de là, et non pas en latin, voilà. ou en occitan. Sachant que la langue française était utilisée en Angleterre comme langue juridique. En Angleterre, c'est différent parce que pendant longtemps, ça a été la langue du pouvoir. Oui, mais depuis le XIe siècle, jusqu'en la langue française était la langue du pouvoir et la langue de l'élite, alors que le saxon était la langue du peuple. Mais ce qui fait que jusqu'à la fin du XIVe siècle, les textes juridiques s'écrivent en français en Angleterre. Bon. Donc il y a un lien très fort et il y a un style juridique, plusieurs d'ailleurs. Vous avez donc les adages qui sont ces proverbes qui sont écrits dans une formule ramassée qui permet de frapper la mémoire. Qu'est-ce qu'on appelle les adages ? Alors les adages, ce sont des proverbes spécifiquement juridiques qui vont vous donner une règle soit sur le fond du droit, soit sur la procédure. Vous nous en citeriez un ou deux? Tout à fait, et surtout que la littérature en est pleine de vrais et de falsifiés, parce que au fond les hommes de lettres s'intéressent évidemment beaucoup à cette poésie de notre droit. Un adage sur le mariage: les mariages se font au ciel et se consomment sur la terre. Pour rappeler le caractère spirituel du mariage. Enfin, qu'il se fasse au ciel, j'en sais rien, qu'il se consomme sur la terre, c'est sûr. Voilà, et pour montrer que en droit français, la consommation du mariage est une des conditions de l'union. On le voit chez Charles Perrault, la Belle au bois dormant rencontre son prince et ils ne dormirent pas de la nuit. C'est ce que nous dit Charles Perrault, et il fait référence ainsi à cet adage en arrière-plan. Alors vous avez des adages plus techniques, deux sûretés valent mieux qu'une. Vous en avez beaucoup chez La Fontaine, oui. Vous en avez aussi chez Balzac, qui, surtout dans son volume sur l'interdiction avec le juge Popinot. Le juge Popinot est un juge donc de l'ancien droit qui parle par adage. Et c'est ainsi qu'il peut estimer qui n'écoute qu'une cloche n'entend qu'un son. C'est ce qui va le conduire à entendre non seulement Madame d'Espard, mais également la marquise, mais également son époux. Et tout ça dans quel roman donc de Balzac ? Dans l'interdiction, qui est un roman qui peut un roman court, bref, donc on peut lire assez facilement, qui peut rebuter par son titre. Et on se dit voilà, l'interdiction. Non, c'est pas mauvais comme titre. Une formule juridique et une procédure qui peut paraître rébarbative, alors qu'en réalité, dans ce court roman, Balzac nous livre sa vision des sources du droit. Parce que souvent les auteurs ont également une vision de ce que doit être le droit, les règles juridiques, et généralement ils sont assez ouverts et ils estiment que l'héritage ancien doit communier avec le droit nouveau. C'est notamment le point de vue d'un auteur comme Proust qui se régale des termes anciens de notre droit français. C'est en quelque sorte pour nous une forme de mémoire de notre vocabulaire juridique ancienne. La petite Madeleine des juristes, eh bien, on la trouve chez Marcel Proust, qui n'a pas beaucoup apprécié ses études de droit, mais manifestement, ce qu'il y a aimé, c'est justement ses références aux vieilles institutions et au vieux vocabulaire. Alors, Claire Bouglé-Leroux, avant que nous nous séparions, une dernière question sur le choix des auteurs dans la littérature française et le droit, qui sont en général des auteurs extrêmement connus, avec des auteurs présents, d'autres absents. Bien sûr, vous pouviez pas mettre tout le monde, mais il y en a un qui brille par son absence, c'est Rousseau. Ce qui est étonnant parce qu'il a quand même écrit un certain nombre, il a écrit des choses extrêmement différentes, des plus intimes aux plus politiques, mais la notion de contrat est extrêmement présente, ne serait-ce que dans le titre de certains de ses ouvrages, et c'est quand même un écrivain
politique qui a beaucoup travaillé sur ce que c'était qu'une constitution et que le croisement entre la vie et le droit. Tout à fait, mais dans ce florilège, il y a forcément des choix subjectifs. Montesquieu, bon, j'ai choisi un auteur de pour pas le mettre, voilà. Il me paraissait plus essentiel de le mettre, et aussi parce qu'il a écrit sur vraiment des choses très différentes et sur le magistrat, et c'était intéressant que ça. C'était un juriste aussi, un vrai juriste, Montesquieu, et c'est pour ça qu'il a eu ma préférence, c'est que je ne pouvais pas m'étendre sur le siècle des Lumières trop longtemps par rapport à d'autres. Oui, aspects. mais vous avez mis Voltaire et pas Rousseau. Mais c'est vrai. J'ai mis Voltaire aussi parce que à la fois dans ses romans et dans ses contes, et dans ses pamphlets ou ses ouvrages un peu plus agressifs sur le droit criminel, il était indispensable. Moi, je suis de formation spécialiste en histoire du droit criminel, et donc j'étais attirée par le caractère un peu d'exagération des critiques du droit criminel de Voltaire. Polémiste. Oui, tout à fait, qui est passionnant. Et puis la langue qu'il emploie, et il y a certains moments absolument fabuleux dans André Destouches à Siam, par exemple, qui effectivement amuse l'historien du droit criminel qui connaît la rigueur des institutions anciennes, et y compris du droit pénal. Écoutez, merci bien Claire Bouglé-Leroux d'être venue nous parler du droit et de la littérature française à propos de ce livre que vous avez fait paraître chez LexisNexis. Merci bien d'avoir été dans La Danse des mots, qui est une émission proposée par RFI et par le Centre national de documentation pédagogique. Lucie Bouteloup, Laurent Bartoleschi, Yvan Amar. Merci. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: danse.mots au pluriel @rfi.fr.